Et c'est parti pour le bilan de l'année 2019. Donc ceux qui me connaissent le savent, avant de faire ce top 15, je fais 5 mentions honorables sur lesquelles on va passer très vite fait. Première mention honorable, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Un film français qui adapte le manga City Hunter et qui en garde certains codes, même s'il est beaucoup plus proche d'un Nicky Larson du Club Dorothée. Ça fait du bien de voir qu'un film fait par un passionné en France a été fait et ça a donné un film vachement sympa, vachement dynamique. Peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un film très sympathique. Deuxième mention honorable, Star Wars 9. Oui, je fais partie de ceux qui ont aimé Star Wars 9. Une première partie, je l'accorde, est extrêmement frustrante parce que elle rush trop vite les choses, elle est beaucoup trop incohérente, elle fait beaucoup trop de facilité scénaristique. D'accord, la première partie est mauvaise, mais après la scène de l'épave, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, je trouve que le film se rattrape et devient excellent. Ça n'en fait pas un grand film, mais je trouve que ça fait une plutôt bonne conclusion à Star Wars. Troisième mention honorable, Avengers Endgame. Oui, bon, il n'y a pas de film Marvel dans mon top 15. Il faut bien que je mette un film Marvel quelque part. Pareil, une bonne conclusion à 10 ans du MCU, qui aurait pu faire beaucoup mieux en termes de film, mais qui reste une fin satisfaisante. Quatrième mention honorable, Us. Un bon film d'horreur du réalisateur qui avait déjà fait l'excellent Get Out. Moins politisé cette fois, mais je trouve que il y a quand même beaucoup de trouvailles visuelles et auditives qui sont très intéressantes. Et enfin, la cinquième mention honorable, La Malédiction de la Dame Blanche. Un film du Conjuring Cinematic Universe qui, je trouve, a su très bien reprendre la patte de James Wan et la patte du Conjuring. Bien, maintenant que les 5 mentions honorables ont été citées, passons au top 15. Rainbow Dash! I can't hear you! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Numéro 15. Armée est responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. J'accuse de Roman Polanski. Oui, je sais. Ah putain. C'est chaud. C'est très chaud de parler de J'accuse de Roman Polanski à cause de la connardise du mec, hein, on va pas se mentir, du fait que ce soit un trou du cul qui a pris l'affaire Dreyfus comme étant quelque chose de personnel. Il a dit lui-même qu'il se comparait à Dreyfus. C'est un trou du cul. Effectivement, Roman Polanski est un trou du cul. Il n'empêche, je suis désolé, que son film est bon. J'aurais aimé ne pas le citer dans le top, j'aurais aimé, mais je dois être honnête, J'accuse est assez bon. Il y a une très bonne mise en scène, il y a de très beaux décors, un très bon jeu d'acteur. Et du coup, il figure dans mon top 15. Mais encore une fois, si vous voulez le voir, ne l'achetez pas, n'allez pas le voir en salle, téléchargez-le ou voyez-le en streaming. Numéro 14. Cette famille est totalement désespérée. Lorsque les gens sont désespérés, ils sortent les couteaux. Si vous savez quelque chose, dites-le. Je soupçonne un acte criminel. À couteau tiré de Ryan Johnson. Un film vachement bien, vachement bon, j'ai trouvé. Très empreint d'un code de film à aux enquêtes à la Agatha Christie. Quelques gags qui ne font pas mouche, mais un film un peu trop honnête aussi sur ce qu'il donne, mais qui n'empêche pas un bon film de policier, un bon thriller et une bonne comédie. Numéro 13. Hallucinant. Bienvenue et joyeux Midsommar. Skål!
Midsommar de Ari Aster. Alors, s'il est aussi bas dans ce top, c'est parce que objectivement, enfin pas objectivement, subjectivement, je l'ai détesté. Je l'ai détesté parce que il est excellent. C'est assez schizophrène. C'est schizophrène. C'est-à-dire que le film en soi, il est excellent. Il sait très bien faire ce qu'il veut faire. Il te met bien la pression. Il te met dans une ambiance pesante. Il te torture tout le long du visionnage. À la fin, tu ne peux pas aimer ce film. Tu ne peux pas te dire j'ai passé un bon moment. Ça reste un film très efficace. Qui est bas parce que j'ai mes sentiments qui prévaluent. Mais ça reste un bon film. Un excellent film. Numéro 12. Notre monde court actuellement un grand danger. Et il n'y a que la déesse du vent vert qui est en mesure de le sauver. Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara. Un film d'animation japonais que j'ai trouvé très beau, visuellement parlant, qui est très, comment dire, dans lequel il y a beaucoup de plans qui pourraient être des tableaux. Il y a beaucoup de moments qui je trouve font très tableau, font très contemplatif. C'est vrai, c'est le mot que je cherchais. Avec une très bonne bande son. Malheureusement, pour moi, c'est juste l'intro et la résolution de l'histoire qui, pour moi, sont très décevantes. Mais il reste quand même dans mon top. Numéro 11. Si tu n'écris plus et si tu arrêtes les tournages, tu vas faire quoi? Vivre, je suppose. T'as beaucoup trop de temps libre et tu te focalises sur tes douleurs. Est-ce que tu vois, Alberto? Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Oui, je n'avais pas fait la critique de ce film, mais je l'avais trouvé très bon aussi. C'est un film un petit peu, comment dire, pas autobiographique, mais presque, sur la vie, la carrière de Pedro Almodóvar, sur comment il a découvert le cinéma, sur comment il a vécu ses amours, comment il a plongé dans la drogue. C'est pas autobiographique, mais c'est une représentation abstraite de la vie de Almodóvar. C'est très romancé. C'est en fait tellement romancé qu'on ne peut plus parler d'autobiographie. Et j'ai trouvé le film très bien, excellent, avec un Antonio Banderas qui crève l'écran. Comment il s'appelle? Penélope Cruz, c'est Penélope Cruz qui est très bonne aussi. Beaucoup de décors m'ont fait penser à l'Espagne. J'ai des origines espagnoles, donc forcément ça me parle un peu plus. J'ai trouvé le film très bien, un peu lent, peut-être un peu lent, mais qui reste de très bonne facture, du très bon Pedro Almodóvar. Numéro 10. Woody, pourquoi je dois être un jouet? Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Toy Story 4 de Josh Cooley. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Bon, déjà, Toy Story 4, ça partait avec un sérieux handicap. C'est-à-dire que Toy Story 3 était en soi une fin excellente. Du coup, comment faire quelque chose après Toy Story 4? J'ai trouvé que pour le coup, ça avait fait du très bon travail. Le film a quand même un très bon message sur l'abandon, sur le fait de se faire une nouvelle vie, d'abandonner la vie pour laquelle on a été faite, et de l'autre côté, accepter le fait qu'on soit fait pour être quelque chose. Je parle du personnage de Fourchette qui ne veut pas être un jouet et où il doit apprendre à être un jouet. Alors certes, c'est moins bien que le 3, on va pas se mentir. Toy Story 4 est vraiment moins bien que le 3, mais ça reste un très bon film. Beaucoup seront déçus du fait que ça veuille conclure Toy Story. Moi personnellement, je trouve pas ça gênant. J'ai un problème sur le fait que beaucoup de personnages étaient inutiles dans le film, comme Buzz l'éclair, comme comment elle s'appelle la cowboy, la Jessie. Beaucoup de personnages étaient inutiles dans ce film. Ça n'empêche pas que
Toy Story 4. C'était pas utile à faire, mais ça reste un bon film. Un très bon film. Numéro 9. C'est pour un foldingo. Tu peux pas essayer de te retenir. Touche le belay. Je suis désolé. Et dans ma tête, c'est encore plus le merdier. J'arrête pas de triturer les choses. Surtout les mots et les sons. Je joue avec jusqu'à ce qu'ils sonnent juste. Brooklyn Affair de Edward Norton. Un film que j'ai découvert en fin d'année, avec un casting vraiment haut niveau, avec notamment Edward Norton, Bruce Willis ou Alec Baldwin. Excellent. C'est-à-dire que déjà l'histoire est originale, à savoir un flic qui a le syndrome de Gilles de la Tourette, donc on suit un personnage mentalement dérangé tout le long du film, qui a ses propres réflexions, qui... En fait, c'est un film noir, c'est un film un peu des détectives des années 60 qu'on avait l'habitude à l'époque, mais du point de vue de quelqu'un qui est censé être un dérangé mental, et le film n'hésite pas à vraiment se plonger là-dedans, à vraiment se plonger dans un univers sombre, pas forcément satisfaisant, avec une intrigue plutôt bien ficelée, une intrigue policière, une enquête policière, tout un mystère. Même si on voit le méchant, on se demande où est-ce qu'il veut en venir. Un méchant charismatique. Alors, je sais plus si c'est Alec Baldwin. Attendez une minute. Oui, c'est ça, c'était Alec Baldwin. Donc, Alec Baldwin qui incarne un putain d'enfoiré, mais charismatique au possible. J'oublie cet acteur, comment il s'appelle déjà, William Dafoe, c'est ça, William Dafoe. Putain, j'avais oublié William Dafoe. Mais, William Dafoe, donc, qui est lui aussi excellent. Tous les acteurs sont très bons de toute façon, hein. Ils sont tous excellents. Mais, pour moi, les deux qui s'en sortent le mieux là-dedans, c'était Edward Norton, parce que il fait très bien l'esprit dérangé, il n'oublie pas d'avoir ses tics, il n'oublie pas d'être vraiment le gars, qui ne rassure pas, quoi. Et, le deuxième, c'est Alec Baldwin, qui joue le rôle d'un putain d'enfoiré intelligent. Franchement, ça reste un excellent film, Brooklyn Affair, et j'espère qu'il est encore dans les salles. S'il est encore dans votre salle, allez le voir. Numéro 8. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que... Joker de Todd Phillips. L'un des seuls films qui m'a demandé 2 vidéos pour le critiquer. Le critiquer et voir ensuite les critiques à côté. Il y a plein de reproches qu'on a fait à Joker que je n'ai pas souligné tellement c'était ridicule. Je veux dire, il y a l'autre con là qui a dit que Joker était un film de droite. Vous savez, c'est maintenant celui que Anal Génocide appelle la lumière des lumières. J'aime beaucoup ce surnom. Donc ouais, je sais pas. Il y en a qui disent que Joker est un film de droite, que ça encourage les incels, que ça encourage les trucs d'extrême droite. J'ai pas compris pourquoi pourquoi ça. Ça n'empêche que Joker est un excellent film. Ce n'est pas un film qui révolutionne le cinéma. Ce n'est pas un film qui, beaucoup ont dit, ça va changer la face du cinéma. Non. Ça reste un film excellent qui a une intrigue palpitante, qui a un retournement scénaristique extrêmement intelligent, extrêmement brillant, et qui incarne l'un des Jokers qui se retrouve dans mon top 3 avec Nicholson et Heath Ledger en la présence de Joaquin Phoenix qui incarne un Joker qui exploite à fond le domaine de la folie et qui est charismatique, qui est touchant. Un excellent film, vraiment. Peut-être un peu trop surestimé, j'ai trouvé. D'un côté, je trouve qu'il est surestimé, de l'autre, je trouve qu'il a des critiques injustes. Je suis un peu... non. Mais non. Plus sérieusement, ce qui le positionne un peu plus bas dans le classement, c'est que je trouve que beaucoup ont un peu trop surinterprété ce film en bien comme en mal, alors que ça reste un excellent film. Je pense qu'il faut le prendre comme il est. Pas plus, pas moins, quoi. Mais c'est un film qui s'est 8ème dans mon top.
Numéro 7. Les répétitions commencent demain matin. La pièce n'est pas écrite? Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Ça manque un peu de cul. Marchera jamais. Votre verre va musa. Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde, que voulez-vous que j'y fasse? De qui parlez-vous? Edmond de Alexis Michalik. Alors, je ne suis pas objectif. Je suis un énorme fan de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est un des livres qui m'a fait découvrir le théâtre. C'est l'un des premiers livres que j'ai lus. Je le dévore tout le temps avec plaisir. J'ai dû le lire une dizaine, une vingtaine de fois. Je connais certaines répliques par cœur de Cyrano de Bergerac. Je ne peux pas être objectif avec ce film. Parler de la vie d'Edmond Rostand, l'écrivain de Cyrano de Bergerac, mais fait d'une manière, mais très léchée, très esthétiquement très beau, avec un très beau langage derrière. Ça aussi, ça me manque. Les films avec un beau langage, les films où on parle de manière poétique, où on parle de manière vraiment... un truc qui m'énerve dans les films français actuels, c'est que ça parle tout le temps en mode wesh wesh, en mode Kaira des rues, alors que là, Edmond, tu savoures vraiment la langue française, tu savoures vraiment ça, tu savoures les situations de l'époque, le fait que plus personne ne veuille voir des tragédies, il veuille voir que des comédies. Je pense que c'est aussi une petite critique sur le cinéma actuel, adapté d'une pièce de théâtre faite par Alexis Michalik. J'espère qu'il va faire d'autres films, parce que s'il fait du même acabit que Edmond, franchement, ça va me ravir. J'ai adoré Edmond. Voilà. Voilà. je peux pas dire plus. Si je m'écoutais totalement, il serait beaucoup plus haut. Je l'ai mis plus bas pour des questions de raisonnabilité. Mais voilà. Ça reste un excellent film. Numéro 6. Eh bien, Georges, je suis le PDG d'une multinationale. J'ai été secrétaire à la Défense. J'ai aussi été chef de cabinet de la Maison-Blanche. La vice-présidence n'est rien de plus qu'un titre symbolique, selon moi. Mais on peut peut-être s'entendre pour en revoir la définition. Vice de Adam McKay. Un film que j'ai trouvé vachement intéressant sur une personnalité qui n'est pas forcément connue de tous, à savoir Dick Cheney, le numéro 2 du gouvernement W. Bush, et officieusement le gars qui dirait les ficelles derrière toute la politique de Bush. Et justement, c'est cet aspect-là que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce film, c'est comment, sans s'exposer, sans être la cible des critiques, Dick Cheney a su avoir tout le pouvoir nécessaire. Alors, il a eu des critiques, mais il n'a pas eu autant de critiques que ceux qu'il aurait dû avoir, parce que tout le monde pensait que c'était Bush le responsable. Et j'ai trouvé ce film, en fait, je trouve le film et le personnage interprété dans le film fascinant. Fascinant comment il résonne, fascinant comment il escalade le pouvoir, fascinant comment il arrive à tirer les ficelles sans que personne le trouve. C'est un film sur un manipulateur, c'est un film sur un tacticien, c'est un film sur un gars qui a compris les rouages du pouvoir et qui sait comment se glisser, alors qu'il est parti de rien. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Il est parti de rien. Qui va jusqu'à trahir les propres membres de sa famille. C'était, je veux dire, Vice de Adam McKay a su nous dépeindre un personnage terriblement fascinant. Et la manière dont il s'est expliqué, en plus, ce qui est bien avec ce film, c'est que il explique les choses, il explique comment ça a été fait, il explique comment Dick Cheney est accédé au pouvoir, mais ça n'est jamais ennuyeux. Ça n'est jamais, tu t'emmerdes jamais devant Vice. C'est passionnant comment ils décrivent tout ça. Et c'est un film que je vous recommande si vous voulez en savoir un peu plus sur la politique aux États-Unis. Franchement, c'est excellent et très intéressant. Numéro 5. Wow.
Wow, cool! Ralph 2.0 de Rich Moore et Phil Johnson. Alors beaucoup ne seront pas d'accord avec moi pour celui-là parce que pour une raison que je n'explique pas, beaucoup détestent Ralph 2.0. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, à tel point qu'il se retrouve au numéro 5, à l'entrée du top 5 de 2019. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que il représentait bien, d'une manière Disney, bien sûr, d'une manière un peu enfantine, un peu romancée, Internet, mais je trouvais que dans l'ensemble, ça tenait bien. Ça se tenait bien. Ça parlait de YouTube, ça parlait ça parlait des jeux sur Internet, ça parlait des virus. C'est vrai que ça a une petite auto-satire des princesses Disney. Non, j'ai trouvé que Ralph 2.0 c'était une bonne suite. Avec un personnage de Gal Gadot, je sais plus le nom du personnage qu'interprétait Gal Gadot, mais que j'ai trouvé très bon aussi. Non, honnêtement, je vois pas trop ce qu'il y a à reprocher. En plus, qui traite de problèmes psychologiques, je trouve, avec notamment le personnage de Ralph, qui est le genre d'ami surprotecteur, qui veut absolument se faire aimer, qui veut absolument que Vanellope ne le quitte pas, et qui, du coup, en devient un pot de colle, et qui ne veut pas finir seul. Non, je trouve que c'est un film qui a bien abordé le problème, alors, à la façon Disney, j'entends, mais honnêtement, en plus, bon, alors Disney nous a habitués à ça, donc ce n'est plus vraiment un argument venant d'eux, mais l'animation est évidemment excellente, le design est très joli, très esthétique. Non, honnêtement, Ralph 2.0, excellent film. Numéro 4. Ma tête. Tout était là. Je voyais toutes les notes et il fallait que ça sorte. It's a little bit funny, this feeling inside. C'est quoi ton nom déjà? Rocketman de Dexter Fletcher. Alors, beaucoup ont comparé Rocketman à Bohemian Rhapsody. Surtout pour défoncer Bohemian Rhapsody, parce que là encore, je n'explique pas, Bohemian Rhapsody se fait beaucoup défoncer par les critiques cinématographiques, alors que moi j'ai beaucoup aimé Bohemian Rhapsody. J'ai adoré Rocketman au point qu'il se retrouve numéro 4 dans mon top, parce que j'avais une crainte vis-à-vis de Rocketman. J'avais peur qu'il fasse comme Bohemian Rhapsody, justement, parce que je me suis dit ça va lancer une mode de faire un film sur des chanteurs, sur des groupes, tout ça. Bon, une mode entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on va faire un film sur une tournée, une carrière, tout ça. Ils l'ont pas fait comme ça dans Rocketman, et je trouve que c'est excellent de ne pas l'avoir fait comme ça, d'avoir cherché à se rendre original, d'avoir cherché à faire quelque chose de bien. Et alors ils l'ont fait, je trouve, de la meilleure manière, à savoir faire une comédie musicale avec des chansons qui correspondent un petit peu. Alors c'est que des chansons de Elton John, parce que Rocketman est sur la vie de Elton John, hein. C'est un film autobiographique, une comédie musicale autobiographique sur Elton John. Donc évidemment, il y aura que des chansons d'Elton John. Et qui, je trouve, rend super bien avec les chansons qui correspondent à ces périodes, toute la vie qu'il a traversée. Je savais pas, par exemple, que Elton John avait été victime de violences conjugales. Ce qui est quand même pas rien, c'est très instructif sur la vie de Elton John, validé par le chanteur lui-même. Donc là, je veux pas entendre de critiques à la Bohemian Rhapsody, genre ouais non mais c'était pas vrai tout ça. Le film est validé par Elton John. Donc là, je pense que Elton John ne voit rien de déconnant dans tout ce qui a été dit dans ce film. Et honnêtement, l'acteur Aaron Egerton, super bien, irréprochable dans ce film. Non, j'ai beaucoup aimé Rocketman. Le fait qu'ils aient exploité superbement bien les chansons, qu'ils les ont superbement bien mises en scène, c'était quelque chose. La mise en scène des chansons est très créative, très très bonne. C'est bien représenté l'état d'esprit de Elton John. Je me souviens encore de la chanson Rocketman
où on le fait passer dans une ambulance, puis on le jette de l'ambulance pour le remettre dans le costume, où il s'envole. Bon, c'est pas la meilleure chanson du film, mais tous les instants de comédie musicale, ils se permettent d'être un peu plus, comment dire, un peu plus onirique, un peu plus fantasque, dans les mises en scène. Et ma foi, je trouve que ça rend extrêmement bien. Bon, j'aime beaucoup la musique de Elton John, donc je ne suis pas objectif. Il n'empêche que Rocketman, c'est un excellent film qu'il faut aller voir. Numéro 3. D'aventure. D'une magie puissante, une magie qui dépasse tout ce qu'on a pu ressentir jusqu'à présent. De ce que signifie aimer et être aimé. De courage. Tolkien de Dom Karukowski. Oui, encore un film biographique sur, cette fois-ci, J.R.R. Tolkien, l'écrivain du Seigneur des Anneaux. Le film fait beaucoup référence d'ailleurs aux écrits du Seigneur des Anneaux, ce qui est normal, mais aussi au film de Peter Jackson. Il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées très référencées au film de Peter Jackson, notamment le réveil à l'infirmerie de Tolkien. Comment dire, je vous ai dit un peu plus tôt, c'était pour Edmond, je vous ai dit dans Edmond que j'adorais les films avec un beau langage, et bah Tolkien, c'est quasiment que ça. Faut dire que Tolkien c'était un linguiste de base, et en fait, ce film te montre toutes les astuces de la langue, tout ce qu'il a fait pour écrire sa mythologie, pour créer de nouvelles langues, pour pouvoir désigner les choses, qu'est-ce qu'il a utilisé dans sa vie, la guerre, l'amour, la communauté qu'il a créée avec ses amis artistes comme lui. Et j'ai trouvé ça à la fois passionnant parce que parce que c'est toujours très intéressant de voir comment quelqu'un qui a su très bien créer un beau langage, le Seigneur des Anneaux, c'est au-delà d'être les films de Peter Jackson, ça reste quand même les livres avec un langage très subtil, surtout en anglais. Il y a beaucoup de subtilités en anglais qui malheureusement se perdent dans la langue française, mais il y a énormément de subtilités dans le langage de Tolkien, et ça reste toujours extrêmement intéressant de voir comment quelqu'un qui maîtrise ces subtilités, comment quelqu'un a appris ces subtilités, comment il arrive à faire ça. Et comme dans Vie, ça n'est jamais chiant. Ça n'est jamais chiant, c'est toujours très intéressant, c'est toujours c'est presque de la musique. C'est presque de la musique. En fait, on te montre que Tolkien a rédigé un petit peu son livre comme on peut composer de la musique. Et c'est passionnant. J'ai trouvé ça passionnant. Le groupe qu'il forme avec ses amis, très attachant. Ils sont tellement attachants que, franchement, je voulais me renseigner pendant le film. Putain, mais c'était qui? Est-ce que les trois autres, ils ont fait quelque chose? Quand t'apprends que je crois que c'est deux d'entre eux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale et que le dernier a décidé de tout arrêter parce que la guerre l'avait détruit. Putain, ça m'a fait quelque chose, putain. J'étais dégoûté de voir ce groupe d'amis qui étaient tous des artistes se dire qu'ils étaient des artistes à peu près de la trempe de Tolkien et voir qu'on les a perdus. Ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a foutu les nerfs, quoi. Ça m'a foutu les nerfs. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Tolkien, c'est que tout en continuant l'écriture de ce livre, tout en continuant à être dans un univers réaliste, peut-être un peu trop réaliste, parce que les dernières scènes du film, pour moi, sont un peu en trop. Je parle des scènes où il se remet dans sa vie de couple, je trouve qu'elles étaient un peu en trop. Mais tout le long du film, il arrive à imprégner un film réaliste avec une atmosphère de fantasy, une atmosphère de contes de fées, de nains, d'orques, de tout ce que vous voulez. Même pendant les scènes de guerre, où on montre que c'est là où Tolkien a eu l'inspiration de ces passages les plus sombres du Seigneur des Anneaux, ce qui est compréhensible, puisque c'était la Première Guerre mondiale, en plus c'était la plus terrible en termes de pertes militaires. En perte civile, c'était la seconde, en perte militaire, c'était la première. Mais je trouvais le film, il m'a happé dans son univers, j'étais à fond dedans.
Je trouvais les personnages vachement attachants. J'ai trouvé que les acteurs jouaient bien. La romance de Tolkien dans ce film, la manière dont elle est construite, j'ai trouvé ça excellent. La scène où ils doivent aller à l'opéra, ils n'ont pas assez d'argent pour payer les places d'opéra, et donc ils vont clandestinement dans les coulisses écouter les chants de l'opéra parce que la femme de Tolkien était fan de l'opéra. Mais c'était génial. J'ai adoré ce film. Franchement, je vous recommande Tolkien. Beaucoup l'ont trouvé un truc qui m'a énervé. Un truc qui m'a énervé sur Tolkien, c'est que beaucoup ont dit que ce film était ennuyeux, que beaucoup ont dit que ce film, c'était une histoire. C'était limite. C'était limite. Oh, c'est une histoire d'homme blanc. Niquez vos mères. Voilà. C'est merde quoi. Putain. Mais la raison la plus conne de ne pas aimer un film quoi. Allez voir Tolkien, je vous jure, c'est un excellent film. Numéro 2. Contrôle, vous captez ça? À vous. Ad Astra de James Gray. Un digne successeur de l'Odyssée de l'espace, et je dirais même un film qui a surpassé 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Parce que, comme j'ai dit, le film sait être esthétique, il sait très bien jouer sur les couleurs. Il y a beaucoup de scènes, je parlais de scènes qui étaient semblables à des tableaux, qui étaient très contemplatives. Dans le top sur Wonderland, le Royaume sans pli, c'est pareil pour Ad Astra. Ad Astra, c'est un film vraiment contemplatif. Beaucoup le reprochent d'être lent, beaucoup le reprochent d'être un peu trop long. Pour moi, la longueur d'un film, si elle est justifiée, c'est pas un défaut. Et pour moi, la longueur de Ad Astra est justifiée. La longueur de Ad Astra est justifiée parce que c'est un film qui veut poser son ambiance, qui veut créer l'univers, qui veut te faire croire à l'univers qu'il met en place. Et ça, malheureusement, pour qu'un univers respire, pour qu'un univers existe sans le personnage principal, je parlerai de ça dans mon flop, vous comprendrez pourquoi, il faut que le film se pose. Et Ad Astra se pose énormément. Et je trouve, pour moi, il m'a happé aussi au niveau des visuels, parce que les visuels sur Neptune, le visuel sur Neptune, comment il est magnifique. Mais comment mais c'est super beau. Le coup sur Mars, il y avait ça a l'air de rien dit comme ça, mais faut voir la scène. C'est tout le couloir qui est en rouge avec un personnage qui s'approche, et dès que plus le personnage s'approche, plus la salle derrière lui devient noire. Mais c'est bordel, au niveau visuel, ce film, mais il t'accroche. Et là, je ne parle que des visuels, parce que en termes musicaux, le film est excellent, et surtout en termes d'histoire. Le film prend une histoire classique, j'en conviens, l'histoire d'un homme qui va à la recherche de son père, qui suit les traces de son père. Mais il arrive à le rendre hyper intéressant, justement, en exploitant la relation de Brad Pitt et Tommy Lee Jones, qui jouent le père et le fils, et qui sont tous les deux excellents dans ce film. Et c'est là en ça que je trouve que Ad Astra est supérieur à 2001 l'Odyssée de l'espace, parce que 2001 l'Odyssée de l'espace, comme la plupart des films de Stanley Kubrick, a un défaut, c'est que il ne sait pas s'attacher aux personnages, il n'a pas vraiment d'amour envers ses personnages. Alors que Ad Astra a de l'amour envers ses personnages. C'est vraiment un film où t'as envie que Brad Pitt réussisse. T'as envie que Brad Pitt réussisse, tu le suis dans ses pérégrinations, dans son passé, où il a foiré sa vie sentimentale, où il ne veut pas être comme son père, mais finit petit à petit à devenir comme son père. C'est excellent la manière dont Ad Astra fait les choses, et je l'ai trouvé puissant, Ad Astra. Alors beaucoup le reprocheront d'être lent, qui je trouve n'est pas un défaut dans ce film, mais pour moi, il faut avoir de la patience. C'est un film qui se mérite.
C'est un film qui veut que tu profites, qui veut que tu te poses. Il n'est pas là pour te donner des scènes d'action à tout va. Il n'est pas là pour te donner une dose de divertissement. Il est là pour que tu observes un univers, pour que tu suives une histoire qui peut s'avérer classique, mais qui raconte super bien, et que tu profites des visuels sur les planètes, les vaisseaux, la technologie, la scène de la Lune, qui est quasiment la seule scène d'action du film. La scène de la Lune, je l'ai trouvé très bien, justement. T'es dans une scène de guerre où il n'y a pas de son, parce que t'es dans l'espace. Et dans l'espace, il n'y a pas de son. C'est génial. C'est génial. J'ai adoré Ad Astra, franchement. Matez-vous Ad Astra. De toute façon, on est dans le top. Évidemment que je vous conseille le visionnage de tous les films. Mais Ad Astra, c'est un film qui m'a scotché. Et le numéro 1 du top 15 de l'année 2019 est... Tonio! Léonce, qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes? Tonio? Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec moi, le clan! Sire! Des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile! La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. Je suis très fier que le numéro 1 de ce classement soit une production, alors franco-italienne, mais soit quand même dans les productions françaises. Parce que, la fameuse invasion des ours en Sicile, je n'en attendais rien. J'ai vu qu'il avait été nommé, je crois que c'est la Mostra de Venise, mais je dis peut-être une connerie. C'est un film dont je n'attendais rien, la fameuse invasion des ours en Sicile. Mais il m'a scotché. Il m'a scotché. Et je trouve ça honteux. Je trouve parfaitement honteux. J'ai vu des tops de confrères vidéastes dans d'autres cas. Personne n'a parlé de ce film. Je trouve cela honteux. Je trouve cela honteux que personne ou bien n'a classé ce film ou bien n'est allé voir la fameuse invasion des ours en Sicile. En même temps, au niveau de l'agenda, la fameuse invasion des ours en Sicile n'a pas eu de bol puisqu'il est tombé le même jour de sortie que Joker. Moi, c'est ce qui m'a... Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo. Moi, c'est ce qui m'a énervé, c'est que beaucoup de gens n'allaient pas voir la fameuse invasion des ours en Sicile parce que Joker était sorti le même jour. Et franchement, il faut voir la fameuse invasion des ours en Sicile. C'est la première fois, depuis que je m'intéresse au cinéma, depuis que j'enrichis ma culture cinéphile, c'est la première fois que je vois un film d'animation qui arrive excellemment bien à allier les différents styles d'animation. Il y a de la 3D, il y a de la 2D, il y a je crois du stop motion, je suis pas sûr. Il y a même différents styles d'animation 2D et tout se marie excellemment bien. Tout est très bien construit, tout est très bien fait. Le film, au-delà d'être un conte très intéressant, c'est un conte à la base, pas con. La fameuse invasion des ours en Sicile, c'est un conte. Et j'ai adoré. Je ne vois pas vraiment de défaut dans ce film. Il a un message sur le racisme, sur le fait que il y a des peuples. Le message ne va pas être apprécié par tout le monde parce que c'est quand même un peu osé comme message. C'est un message qui dit que les peuples des fois ne sont pas faits pour vivre ensemble. Je veux dire, le peuple des ours et le peuple des humains, c'est des peuples qui pourraient très bien s'entendre, hein, parce que on a une histoire, une romance, une semi-romance dans le film. En soi, c'est pas deux peuples qui se détestent, mais c'est des peuples très différents. C'est aussi un message sur la vision que l'on a sur sa propre ethnie. La vision que l'on peut avoir en disant, oui, mais notre peuple, il est pas comme ça. Notre peuple, à nous, il est droit, il est honnête. Et quand tu te rends compte que non, non. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Et pour moi, c'est un film qui parle du racisme, mais qui parle aussi du vivre ensemble de manière extrêmement intelligente, extrêmement subtile, extrêmement extrêmement intelligente et extrêmement subtile. Oui, c'est le meilleur mot.
La musique, nom de Dieu, mais ça t'emplit, ça se correspond à chaque fois, c'est jamais trop insistant, c'est toujours très légère, ça accompagne super bien le film et j'adore ça. Je peux pas, en fait, je peux pas trop dire ce que je vous dis déjà sur la fameuse Invasion des ours en Sicile. C'est un film, je ne lui trouve quasiment aucun défaut. Quasiment. Des mini-reproches. Peut-être. Des trucs peut-être un peu trop, comment dire, brumeux sur ce qu'il veut dire. Peut-être. Mais ça reste, j'ai pas beaucoup de mots pour décrire ce film, sans être en boucle. Regardez la fameuse Invasion des ours en Sicile. C'est un film très bien pour les enfants, qui peut très bien plaire aux adultes, qui a une très bonne animation, et je veux parler un jour du cinéma d'animation en France, européen, parce que bon, ça a été réalisé par un Italien, mais la boîte de production est française. Mais un jour, je parlerai du cinéma d'animation en France, parce que je pense que c'est un cinéma qui est fortement sous-estimé chez nous, parce que en termes d'animation en France, on est excellent. On n'a rien à envier à des Disney ou à des films d'animation japonais. J'aime beaucoup les Disney, j'aime beaucoup les films d'animation japonais, c'est pas ça le problème. Mais franchement, les films d'animation français, on a de l'excellent film d'animation français, et ce serait bien qu'un jour, on reconnaisse l'animation française à sa juste valeur. Voilà, bah écoutez, on vient de faire le tour de mon top 15 de l'année 2019. Maintenant qu'on a bien profité ensemble, il est temps de rager avec prochainement le flop 15 de l'année 2019. Allez, ciao!